J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74+. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez, de partout où vous vous situez, et bienvenue à ce magazine. Crise humanitaire en République démocratique du Congo, actualité et perspective. Tels sont les sujets que nous vous proposons aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Bruno Lemarquis, qui est le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo. Monsieur Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Henri. Bonjour les grands. D'entrée des jeux, Monsieur Bruno, vous gérez le secteur humanitaire en République démocratique du Congo. Comment se présente la situation humanitaire de façon globale, maintenant où nous discutons avec vous, en RDC? Alors la situation humanitaire en RDC est très sérieuse, très grave, depuis très longtemps. Ça fait à peu près 25 ans que cette crise humanitaire dure. C'est une des crises les plus prolongées au monde et c'est également une des crises les plus négligées au monde. Juste pour donner une nouvelle récente, chaque année il y a le classement des crises les plus négligées au monde qui est publié par ce qu'on appelle le Conseil norvégien aux réfugiés, NRC en sigle anglais. Il a publié son rapport il y a quelques jours pour l'année 2022. En 2021, la RDC était la crise la plus négligée au monde. Cette année, donc l'an dernier, elle est la seconde après le Burkina Faso et après avant la Colombie et le Soudan. Et ça, c'est une combinaison de l'attention politique qui est apportée, l'attention médiatique qui est apportée et l'attention financière qui est apportée à cette crise humanitaire. Donc c'est une crise vraiment à très très grande échelle qui dure depuis très longtemps. Je peux donner quelques chiffres pour illustrer si vous voulez. Pour dire allez-y. On parle vraiment d'une crise majeure. Donc quelques chiffres. D'abord le chiffre de l'insécurité alimentaire. Il y a plus de 26 millions de personnes, donc à peu près un Congolais sur 4, qui vit dans une situation d'insécurité alimentaire. Donc il y a une échelle au niveau technique qui s'appelle IPC. Donc il y a 26 millions de personnes qui sont soit en situation de crise, soit en situation d'urgence. C'est le chiffre le plus élevé du monde de personnes en situation en insécurité alimentaire. Ensuite, il y a plus de 6,5 millions de personnes, qui, notamment la majorité des enfants de moins de 5 ans, qui souffrent de malnutrition aiguë. Ensuite, au niveau des populations déplacées internes, c'est un chiffre qui est encore une fois gigantesque, qui évolue en fonction de si les personnes retournent chez elles ou bien s'il y a plus de déplacements. On pourra parler de ça pour les 12 derniers mois. Donc là, actuellement, les estimations pointent à un chiffre de 6,2 millions. 6,2 millions de personnes déplacées internes en RDC, ce qui en fait le chiffre le plus élevé du continent africain. Ça, ce ne sont pas les réfugiés de pays qui vivent en RDC, ce sont les Congolais déplacés internes. 94% de ces déplacés internes sont déplacés du fait des conflits. Donc c'est vraiment une crise humanitaire qui est directement liée, intrinsèquement liée à la situation de conflit. Et 98% de ces déplacés se trouvent à l'Est. C'est-à-dire, comme tout le monde le sait, mais les chiffres parlent vraiment bien sur ça. Il y a une corrélation presque absolue entre la situation de conflit à l'Est et les besoins humanitaires.
Oui, c'est lié à vous entendre parler sur la tension liée à la guerre et tout le reste. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs aggravants de cette situation humanitaire inquiétante? Bon, la première crise est de loin les conflits qui peuvent être de différentes natures. Ça peut être des conflits de nature communautaire, des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles ou des conflits qui ont d'autres causes. Depuis un an, il y a eu une augmentation très importante du nombre de déplacés internes et donc des besoins humanitaires liés à la résurgence du M23. Donc là, avec des conséquences directes et des conséquences indirectes. Les conséquences directes, ce sont à peu près, pour le moment, estimation de 1,2 million de personnes déplacées supplémentaires, surtout du territoire de Rutshuru, qui se sont déplacés dans d'autres territoires, notamment à Nyiragongo et Lubero. Donc 1,2 million de déplacés supplémentaires qui vivent pour l'essentiel, si on parle par exemple de toutes ces populations autour de Goma, notamment la communauté emblématique de Kanyaruchinya, ce sont des gens qui encore jusqu'à présent vivent pour l'essentiel dans des sites de déplacés spontanés. Bushagara. Voilà, donc je vais venir à Bushagara, mais l'essentiel de ces personnes se sont déplacées, se sont installées de manière spontanée là où il y avait de la place. Les conditions de vie de ces personnes sont extrêmement dégradées. Il y a beaucoup d'efforts de réponse. Il y a beaucoup de partenaires qui se sont déployés, mais les besoins sont tels qu'il y a encore beaucoup de réponses auxquelles on n'arrive pas à répondre. Les priorités pour ces personnes, c'est d'abord de trouver des abris un peu plus dignes, les soins de santé, puisqu'il y a une pression vraiment énorme sur les soins de santé existants. Donc c'est quasiment 1,5 million de personnes supplémentaires qui sont arrivées dans ces banlieues de Goma. Soins de santé, l'accès à la nourriture, l'éducation, puisqu'il y a beaucoup d'enfants déscolarisés. On estime qu'il y a 750 000 enfants dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui actuellement ne vont pas à l'école à cause de ces situations de conflit, 750 000. Il ne faut pas beaucoup d'années pour qu'un enfant sorte du système scolaire et que ce soit ce qu'on appelle une génération perdue. 2-3 années de cette situation, c'est le début d'une génération perdue. Donc ça, c'est toutes les populations. Vous avez mentionné Bushagara, donc ça c'est intéressant. Nous sommes en discussion depuis de nombreux mois avec les autorités au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, pour avoir plus de sites sécurisés, confirmés par les autorités, sur lesquels la communauté humanitaire peut investir dans des camps organisés. La plupart des camps, comme je l'ai dit, des sites, sont des sites spontanés. Il y a pour le moment 2 sites qui sont maintenant organisés, puisque les parcelles ont été confirmées par les autorités. C'est le site de Bushagara et c'est le site de Roussaya 2. Donc, mais ces 2 sites, donc, dès la confirmation de ces sites, les agences humanitaires, par exemple le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, l'OIM et d'autres, ont tout de suite construit des abris provisoires avec une planification du site, des services de meilleure qualité, etc. Mais ces 2 sites sont relativement petits et n'absorbent qu'une minorité de toutes ces populations. Donc nous sommes en discussion constante avec les autorités pour qu'elles allouent des sites supplémentaires pour qu'on puisse donner des conditions de vie plus dignes à ces populations. Je sais qu'il y a des contraintes d'espace, puisque l'espace, il y a des contraintes d'espace, il y a des contraintes sécuritaires, il y a beaucoup de contraintes pour trouver ces sites, mais donc nous sommes constamment à faire ce plaidoyer auprès des autorités pour des sites supplémentaires. Là, je parlais des conséquences directes. Il y a aussi des conséquences indirectes de cette résurgence donc du M23 depuis à peu près un an, et qui se font sentir surtout en Ituri, mais aussi au sud Kivu. En Ituri, la situation est que s'explique notamment par le fait qu'il y a eu un certain vide sécuritaire du fait de mouvements de troupes des FARDC vers le nord Kivu. Et donc ce vide sécuritaire, certains groupes ont profité de ce groupe sécuritaire pour devenir plus virulents, plus actifs. On pense notamment aux ADF, on pense notamment au groupe Codeco, on pense notamment au groupe Zahir. Encore une fois, cette situation a été illustrée il y a 2 jours avec ce massacre de plus de 45 personnes. Les récentes attaques, oui. Voilà, donc c'est vraiment souvent des cycles de représailles. C'est des cycles de représailles entre groupes armés qui sont l'émanation de différentes communautés. Donc hier, dans le site
de Lala. Plus de 45 civils ont été tués, massacrés par le groupe Codeco. Donc ça, c'est un exemple de cette résurgence des violences et du nombre de massacres et de déplacés en Ituri comme conséquence indirecte. Au sud Kivu, on note aussi qu'une partie des déplacés liés à la crise M23, si on peut l'appeler comme ça, se sont déplacés vers le sud Kivu, vers Minova et même vers Kalehe. Parmi les victimes des inondations de Kalehe, je pense qu'il y avait des déplacés qui étaient descendus vers le sud. Voilà. Donc on parle de chiffres qui sont faramineux. Faramineux et qui évoluent selon les circonstances. Et puis qui évoluent. Bon, il y a un socle quand même de ces conflits à l'Est, donc ces chiffres, la situation n'est jamais ordinaire, puisqu'il y a toujours beaucoup de déplacés depuis 25 ans à l'Est. Ce qu'on vit depuis ces derniers mois, c'est une situation hors de l'ordinaire. Donc, sachant que l'ordinaire n'est déjà pas, il ne devrait pas s'appeler l'ordinaire, à cause de cette augmentation exponentielle du nombre de déplacés. Un autre point que je voulais mentionner qui est aussi lié à ça, encore une fois, la situation ordinaire est déjà très élevée, mais là, on est dans l'extraordinaire, c'est l'augmentation exponentielle du nombre de violences sexuelles liées à cette situation et de recours appelons-le le sexe transactionnel, donc la prostitution, notamment. Donc c'est rien de nouveau, puisque les chiffres sont toujours très élevés. Rien de nouveau, monsieur Bruno. On va y revenir, parce qu'on reste vraiment sur l'humanitaire. Oh, très bien. Henri. Et justement, monsieur Bruno, le marquis, lors de la tournée européenne avec le ministre Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales et d'Action humanitaire, vous avez appelé à la prise en compte, à des solutions politiques urgentes. Est-ce que vous avez un feedback par rapport à cette demande ? Alors, c'était une tournée donc avec son Excellence, Monsieur le ministre Modeste Mutinga, qui nous a amenés à Genève, où on a fait un briefing à tous les États membres des Nations Unies, ceux qui ont répondu à l'invitation, et ils étaient nombreux, pour alerter sur cette situation extraordinaire, sur le besoin de ne pas négliger la RDC. En introduction, je dois dire par rapport à ce thème qu'il y a beaucoup de pression au niveau international sur d'autres crises. Donc il y a des crises qui attirent plus l'attention que d'autres. On pense forcément à la crise en Ukraine. Ouais. On pense aux récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie. On pense maintenant à la crise au Soudan, le Yémen, la famine dans la Corne de l'Afrique, etc. Donc il y a beaucoup de compétition sur les ressources. La crise de la RDC qui dure depuis 25 ans, c'est pas toujours facile de la garder sur le radar international, c'est pour ça qu'elle est négligée. Donc là, on a voulu alerter sur ce pic des besoins, avec tous les besoins additionnels que j'ai mentionnés. Ensuite, nous avons été à Londres, à Berlin et à Paris, donc pour discuter avec les interlocuteurs, bien sûr de la plaidoyer pour plus d'appui à la réponse humanitaire, notamment en termes de financement. Je pourrais revenir sur ça, où est-ce que nous en sommes. Mais aussi, j'ai l'habitude de dire que, une des phrases qu'on dit couramment, c'est que l'assistance humanitaire n'est pas la solution au problème humanitaire. Tout à fait. Donc la solution au problème humanitaire en RDC, elle vient de solutions politiques. Dans la période actuelle, elle vient notamment du respect des feuilles de route de Luanda, du processus de Nairobi. Toujours un appel bien sûr à ce que les groupes armés rejoignent ce processus de Nairobi, soient d'accord pour déposer les armes, rejoignent le processus du PDDRCS, etc. Donc ce cercle vertueux, solution politique, c'est vraiment la solution numéro 1 à la crise humanitaire en RDC. Et l'autre qu'il ne faut jamais négliger non plus, c'est tous les efforts de développement, oui, qui doivent être faits même dans des zones d'instabilité. Il faut toujours avancer l'agenda du développement. Il y a toujours de l'espace pour avancer l'agenda du développement, même dans les provinces de l'Est. Les provinces de l'Est ont un potentiel économique très élevé, notamment avec toute leur richesse en minéraux, en ressources naturelles, en agriculture, en commerce transfrontalier, etc. Il y a beaucoup de potentiel économique, donc c'est aussi ne jamais oublier d'avancer l'agenda du développement, d'avancer au niveau des services sociaux de base, au niveau du développement économique, de l'agriculture, etc., pour que les gens aient d'autres alternatives que rejoindre les groupes armés.
Et justement, vous avez dénoncé sur un tweet, j'ai vu un tweet, vous avez dénoncé l'attaque de 46 personnes déplacées dans la localité des Lala. Ouais. Où en sommes-nous? Alors, ce tweet, c'était vraiment pour dire que le respect du droit international humanitaire, c'est sacro-saint pour les humanitaires. Donc ça veut dire que les civils ne doivent pas être des cibles par toutes les parties au conflit. Les infrastructures civiles d'éducation, les écoles, les cliniques, les centres de santé ne doivent pas être des cibles par les protagonistes du conflit. Les enfants ne doivent pas être recrutés par les forces armées ou les groupes armés. Les humanitaires ne doivent pas être des cibles. Il faut savoir que la RDC, l'an dernier, était le pays au monde où les humanitaires ont été le plus ciblés en termes d'accidents sécuritaires, en termes d'assassinats, d'enlèvements, de collègues qui ont été blessés au niveau des ONG. Donc c'est vraiment un contexte très difficile où opérer. Voilà, donc le respect du droit international humanitaire, c'est sacro-saint. Très bien. Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevons Bruno Le Marquis, qui est le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire. Monsieur Bruno, je reviens à vous. Mu par le souci de vous impliquer dans des solutions, nous parlons humanitaires, vous avez pris part à une réunion de crise le 13 mai passé, réunion convoquée par le ministre Moutinga des Affaires sociales, juste après le drame de Calais. De quoi était-il question? Alors, juste après le drame de Calais, voilà, juste après le drame de Calais, donc pour rappel, qui a fait plus de 450 victimes, mais également des milliers de disparus, sachant que ces milliers de disparus sont certainement sous la coulée de boue. Cette réunion était vraiment pour les premiers secours. Donc dans ce genre de situation, il y a d'abord ce qu'on appelle en anglais search and rescue, donc c'est la recherche immédiate, la recherche des corps pour pouvoir sauver des vies, les gens qui sont sous des décombres, les gens qui sont... Voilà. Là, cette phase a été difficile à Calais à cause de l'ampleur, du manque d'accès et du manque de capacité. Et puis... capacité en termes de moyens. En termes de moyens. Et puis une coulée de boue, quand on est enseveli sous une coulée de boue, les perspectives de survie s'amenuisent, sont faibles ou nulles. C'est pas comme être pris dans un tremblement de terre où on peut être sous une poutre, etc. Donc ça, c'était la première phase, c'est toujours la recherche des survivants. Mais c'est une phase qui est très courte. Ensuite, c'est l'aide humanitaire qui devait arriver tout de suite. Donc cette réunion du mois de mai, c'était autour de l'aide humanitaire, mobiliser les partenaires humanitaires, assurer rapidement leur déploiement, éviter les épidémies. Donc il y a toute la partie sanitaire, il y a toute la partie l'eau, la nourriture, etc. Donc ça, c'est les acteurs humanitaires se sont déployés en grand nombre, en travaillant main dans la main avec les autorités provinciales, avec les autorités nationales. On a mobilisé des fonds. Au niveau des Nations Unies, on a ce qu'on appelle le fonds. Justement, puisque vous parlez de fonds, M. Bruno, juste après cette réunion de crise, vous vous êtes engagé en annonçant certaines actions qu'il fallait mener. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que ces choses faites à ce stade? Alors, au niveau financier, on a tout de suite débloqué de ce qu'on appelle le fonds fiduciaire des Nations Unies pour la RDC, pour la réponse humanitaire. On a débloqué 3 millions de fonds qui ont été ensuite alloués 50% à des ONG nationales, 50% à des ONG internationales. Donc, le travail est en cours. Il y a eu d'autres mobilisations, d'autres partenaires. Donc, je pense que pour la réponse humanitaire, il y a eu une grosse mobilisation. Après, la chose importante que je voudrais mentionner, c'est que ce qu'on appelle les aléas naturels, donc une inondation, une grosse pluie, une inondation, les aléas naturels, comme on le voit de par le monde, sont exacerbés maintenant avec les conséquences du changement climatique. Donc les pluies vont être plus fortes, les régimes pluviométriques vont être perturbés. Certaines personnes disent que là, cette année en RDC, la saison sèche n'est pas vraiment très sèche. Donc il y a tous ces phénomènes. Mais un aléa naturel, il n'y a aucune fatalité. Il n'y a aucune fatalité à ce qu'un aléa naturel se transforme en catastrophe naturelle. Et la différence entre aléa naturel et catastrophe naturelle, c'est la manière dont le pays est préparé. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion des risques et désastres. C'est tous les investissements qui doivent être faits à tous les niveaux, au niveau local, provincial, national, dans la planification urbaine, dans le respect des codes de construction,
dans le respect où est-ce qu'on a le droit de bâtir, où est-ce qu'on n'a pas le droit de bâtir, est-ce qu'on a le droit de bâtir dans une ravine, voilà, il y a des bassins versants qui sont dangereux. Donc c'est lié au respect de la loi. Ce sont les pratiques agricoles, c'est la question de la déforestation pour protéger les bassins versants. Donc je crois qu'il y a un énorme travail. Le réflexe après ce genre de désastre, c'est toujours de tout de suite aller vers l'humanitaire, ce qui est essentiel, il faut le faire. Et puis ensuite, l'attention disparaît. L'attention, au contraire, doit vraiment être mise sur ces efforts à très long terme, qui demandent une grosse volonté politique, beaucoup d'investissements des autorités publiques avec leurs partenaires pour faire en sorte que cet agenda de gestion des risques soit plus présent dans les politiques publiques et l'action publique. Dans un récent rapport de OCHA, qui date publié le 2 juin, il est révélé que les déploiements de l'aide humanitaire dans le territoire de Béni a connu un retard. Le retard de déploiement du fait que la société civile avait lancé de villes mortes pour protester contre l'insécurité. Est-ce qu'à ces jours, on peut savoir à quel niveau ce déploiement est? Est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il connaît toujours de retard Parce qu'il consistait notamment à un projet de OICHA en termes de santé ou assainissement. Alors, je n'ai pas les détails sur ce cas particulier. Les humanitaires, notre motto, c'est « Nous sommes là, nous devons atteindre les personnes vulnérables, qui elles soient, où qu'elles se trouvent ». Donc ça, on travaille en lien avec les principes humanitaires d'humanité, neutralité, indépendance, impartialité. Il y a parfois des petits soucis, des anicroches, des problèmes d'accès, mais notre travail comme humanitaire, c'est d'atteindre ces personnes dans le besoin. Donc, toujours notre plaidoyer, c'est que nous ne sommes pas des acteurs politiques, nous n'avons pas d'agenda, nous devons atteindre les personnes dans le besoin. Donc, dans le cas de Béni, j'imagine que mes collègues ont discuté avec les autorités locales, avec les membres de la société civile, et voilà. Mais je n'ai pas les détails sur si cet appui a pu être apporté, mais j'imagine qu'il l'a été. Bien avant vos prises de fonction, parce que vous avez été nommé le 18 janvier 2022, est-ce qu'on peut savoir les tableaux humanitaires? Est-ce qu'avant vous, la situation était moins calme ou c'est la zone rouge? En RDC? Tout à fait, dans la partie Est. Alors, depuis que moi je suis arrivé à peu près au début de ce pic que j'ai mentionné, ce pic qui date donc à peu près, qui a commencé en mars 2022, mais qui s'est vraiment accéléré pendant l'été 2022 avec tous ces déplacés supplémentaires. Mais quand je regarde les grandes tendances de la RDC depuis longtemps, ces besoins humanitaires sont là depuis 25 ans, avec une corrélation avec l'Est et les conflits. Ouais. Donc les chiffres qui actuellement sont plus élevés qu'ils ont pu l'être dans le passé, les connaisseurs de la RDC disent qu'on est vraiment dans une phase haute en termes de besoins humanitaires, mais comme j'ai dit, l'ordinaire est toujours extraordinaire. En termes de financement, pour revenir à ça, parce que là on a aussi une perspective historique, la crise humanitaire en RDC est régulièrement, mais on parle de montants vraiment élevés. Par exemple, cette année, on cherche 2,25 milliards de dollars, donc ce sont vraiment des montants élevés. D'une manière générale, si on regarde les tendances longues, les financements arrivent généralement à hauteur de 50%. L'an dernier, nous étions à 51%. Cette année, nous sommes à la mi-juin, nous en sommes à 26%. Donc c'est une crise humanitaire qui est régulièrement sous-financée par rapport à l'énormité des besoins. Monsieur Bruno, nous tendons calmement mais sûrement vers la fin. Lorsque j'ai annoncé aux internautes que je vous recevrai, il y a 2 ou 3 qui m'ont demandé de vous présenter quelques préoccupations, notamment comment expliquer que vous venez de dire que c'est une crise la plus négligée, mais on y accorde peu d'attention et peu de moyens, contrairement à l'Ukraine et aux autres. Premier souci d'un internaute. Deuxième souci, vous venez de reconnaître que votre mission, c'est d'atteindre les sinistrés, les servir. Est-ce que vous éprouvez certaines difficultés dans ces jobs, dans le travail que vous faites? Et puis enfin, un autre internaute voudrait savoir comment allez-vous déployer les efforts pour le développement ou vers le développement dans les zones sinistrées, mais des zones réputées insécurisées. Voilà. Alors, par rapport à la première question,
voilà, il y a des crises qui attirent plus l'attention que d'autres. Je ne peux pas parler au nom des donateurs ou des États membres, mais il y a des crises qui sont vues sous un angle géopolitique avec plus d'importance. On pense notamment à l'Ukraine. Il y a aussi des crises qui, du point de vue médiatique, sont plus médiatisées. Et ça, je pense notamment aux crises soudaines. Le tremblement de terre en Haïti en 2010. Je connais très bien Haïti, j'ai travaillé très longtemps. Il y a eu un énorme élan de solidarité internationale. Donc les désastres naturels entraînent une solidarité rapide, massive. Ça ne dure pas longtemps. Les crises prolongées, c'est difficile. Les crises prolongées qui durent. La Somalie, la RDC. C'est l'enlisement de la situation. C'est l'enlisement, c'est une certaine. Je ne veux pas utiliser le mot fatigue, mais c'est un peu ça. Aussi, c'est le rôle des autorités publiques aussi. Donc ça, c'est aussi généralement dans les discussions entre les donateurs et les gouvernements des pays où il y a des crises prolongées, c'est aussi quelle est la répartition des tâches, quels sont les rôles, quelles sont les fonctions qui devraient quand même être assumées par les autorités locales. Je pense notamment, est-ce que c'est normal que dans certaines zones, je ne veux pas donner d'exemple, je ne parle même pas de la RDC en particulier, mais on arrive parfois dans des situations où ce sont des ONG qui délivrent des services sociaux de base dans des zones qui ne sont pas vraiment en conflit. Ouais. On a pris l'habitude que ce soit les ONG qui fournissent les services sociaux de base. Donc c'est vraiment les services publics, le déploiement des services publics sur le terrain. Donc quand ça se passe, c'est un signe encourageant pour les bailleurs de fonds, parce qu'ils voient qu'ils sont... chacun joue sa partie. Voilà. Mais, et puis aussi, les ressources humanitaires au niveau mondial ne sont pas expansibles à l'infini. Donc, et vu le nombre de crises dans le monde qui se multiplient, si on regarde la carte des crises dans le monde il y a 20 ans, il n'y avait pas tous ces pays du Sahel, par exemple. Donc il y a aussi plus de crises. Par rapport aux difficultés d'accès, il y a des difficultés d'accès. Notamment. Donc il y a des difficultés de différents ordres. Il y a la situation sécuritaire sur le terrain. Voilà, une route qui est ouverte aujourd'hui, peut-être demain elle est fermée. Donc ça, c'est mes collègues humanitaires, notamment mes collègues d'OCHA, ont des équipes qui sont, et d'autres également, mais qui sont spécialisées dans les négociations d'accès. Voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut s'assurer, avant d'aller dans une zone, que l'accès est permissible. Donc ça, c'est une grosse contrainte, notamment dans les zones de conflit, de combat. Ça, c'est toutes ces négociations d'accès. Il y a aussi des contraintes qu'on met sous le chapeau de l'accès, des contraintes bureaucatiques qui sont assez nombreuses. Administratif. Donc là, on est en discussion permanente avec les autorités pour que l'action humanitaire soit facilitée au niveau des autorités également, pour que les denrées ne périssent pas, pour que le personnel puisse se déployer. Donc il y a aussi ce genre de contraintes. Donc c'est pas toujours facile, il y a vraiment beaucoup d'obstacles, mais le rôle des humanitaires, c'est d'aller jusqu'au bout pour pouvoir assister les personnes vulnérables. Par rapport à l'agenda du développement dans les zones de crise, bon, il faut quand même... l'agenda du développement ne s'applique pas uniquement aux zones stabilisées, calmes, où le secteur privé peut investir sans risque, etc. Il faut aussi prendre des risques et étendre. Alors c'est ce qu'on appelle un peu la théorie du nexus. C'est maintenant comme ça que ça s'appelle. Comment faire en sorte que les actions de développement, même si c'est du développement d'urgence, elles peuvent réenclencher des processus. Par exemple, que les gens puissent bénéficier de moyens de subsistance. Même dans un camp de déplacés, on peut faire des petites activités économiques. Il faut appuyer ça. Quand les gens retournent sur ce qu'on appelle les solutions durables, quand les déplacés retournent chez eux parce qu'ils sentent que la situation sécuritaire s'est un peu améliorée, si rien n'est fait pour les aider, ils vont retomber dans le piège de la pauvreté et puis ils vont repartir. Donc c'est toujours l'équilibre qu'il faut trouver entre l'aide humanitaire, qui ne doit pas durer trop longtemps,
parce qu'elle peut amener des dépendances, Ouais. et puis réenclencher des processus qui fait que les gens reprennent leur vie en main, notamment du point de vue économique. Et ça, donc, ce sont les acteurs de développement. Soit c'est les acteurs humanitaires qui doivent commencer à faire du développement, et certains ont les deux casquettes, soit c'est les acteurs de développement qui doivent prendre plus de risques et aussi travailler dans les programmes de résilience, notamment dans les provinces en conflit. Très bien. Monsieur Bruno Le Marquis, vous avez une vaste expérience dans les mondes humanitaires, parce que en Haïti, là où vous avez travaillé de 2014 à 2019, vous avez été directeur adjoint du groupe de la gestion des situations des crises. Donc c'est que vous êtes habitué à gérer des crises. Alors comment travaillez-vous l'issue de la crise humanitaire dans la partie Est de la RDC? Est-ce que ça passerait par ce que vous venez de dire ici, les cercles vertueux? Autant que l'aide tarde. Oui, bon, la crise de l'Est, vraiment, elle est vraiment liée à cette question des solutions politiques, quoi. Donc, et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, la réponse humanitaire n'est pas la solution. C'est un pis-aller. On doit absolument apporter cette aide humanitaire massive, parce qu'il y a tellement de souffrance de toutes ces personnes déplacées, notamment, comme j'ai dit, 98% des déplacés sont à l'Est. Je crois que c'est 26% de la population totale du Nord Kivu est déplacée. Et cette année, avec ce pic des déplacés, 38% de la population de l'Ituri, si mes calculs sont justes. 38%. Donc ce sont des chiffres très très élevés. Ce n'est pas une situation qui peut durer, ce n'est pas possible que ça dure. Ouais. Donc il faut vraiment que et c'est aussi un des plaidoyers qu'avec le ministre nous avons fait lors de notre tournée en Europe, que cette misère qui est créée par ces conflits, que toute cette souffrance soit mise en exergue encore plus, y compris de manière visuelle, à tous soit les États qui ont de l'influence, soit les parties au conflit, pour que tout le monde se rende compte de toute la misère et de la souffrance que ces conflits causent. Et c'est pas toujours évident que les gens qui sont dans des salles de conférences, dans des négociations de paix, etc., aient conscience de ce que ça crée comme source de conflit. Il faut aussi constamment préparer la suite. Il faut beaucoup investir dans la prévention, donc que ce soit pour les aléas naturels ou bien la prévention des conflits. Donc c'est tout le travail que font les acteurs de la paix, congolais, et les ONG nationales des Nations Unies en termes d'équiper les communautés pour les médiations de conflits locaux. Énormément de conflits en RDC sont liés aux problématiques foncières, c'est la terre. Donc ça, c'est vraiment des médiations locales. Donc investir dans la prévention, investir dans les capacités pour que les autorités soient en capacité de rapidement se redéployer une fois qu'une zone est plus stabilisée, pour appuyer les solutions durables, pour trouver ce cercle vertueux. Si une zone devient stable, il faut absolument rapidement qu'il y ait le retour de la force publique, des forces de sécurité, des services publics, de santé, d'éducation, etc. Donc ça, il faut appuyer ces processus. Il faut que le PDDRCS également se déploie dans ces zones. Ça fait aussi partie de ce cercle vertueux. Et c'est ça qui recréera le climat de confiance pour que toutes ces personnes déplacées, un jour, se disent « c'est l'heure, c'est le moment, je retourne chez moi ». Et aujourd'hui, qui représente la situation humanitaire dans la région du Grand Kasaï? Alors, dans la région du Grand Kasaï, c'est beaucoup plus des problèmes chroniques. Et certainement avec les survivances du triste phénomène Kamuna Sabu. Voilà. Donc, mais il y a le Kasaï, quand vous regardez les cartes de la pauvreté extrême, des problèmes chroniques et des chocs, des crises en RDC, énormément. Donc, dans les Kasaï, dans énormément de provinces de l'Ouest, c'est là qu'il y a l'extrême pauvreté. Il y a plus d'extrême pauvreté dans ces zones que dans les provinces de l'Est. Et puis beaucoup de problèmes chroniques. Donc l'essentiel et j'ai visité le Kasaï pour la première fois il y a un mois, donc je ne peux pas prétendre à savoir grand-chose. Ouais. Mais la plupart des problèmes sont chroniques, d'insécurité alimentaire, car trop peu de terres sont cultivées, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'incitation à la production. Donc c'est un peu ce genre de... Donc l'aide humanitaire en tant que telle, à part pour vraiment peut-être quelques groupes ciblés de gens qui sont encore déplacés du conflit que vous avez mentionné, l'aide humanitaire en tant que telle n'est pas la réponse aux problèmes du Kasaï, qui sont des problèmes
pauvreté ou d'extrême pauvreté ou de manque d'infrastructures pour que l'agriculture soit incitative, etc. Monsieur Bruno, nous allons devoir chuter. Vous allez fixer la caméra. Dernière préoccupation, dites assez publique à qui vous rendez beaucoup de services. Vous êtes partenaire du gouvernement dans le secteur humanitaire. Les retombées de votre périple européen et juste un mot de la fin à tous ces sinistrés qui vous suivent de partout. Bon, à tous les sinistrés, d'abord, personnellement et au nom de la communauté humanitaire, nous sommes désolés de la situation dans laquelle vous êtes. Personne ne mérite d'être dans une situation, personne ne mérite de vivre dans un camp de déplacés avec ses enfants qui ne vont pas à l'école, avec très peu d'accès aux soins de santé, avec un morceau de plastique au-dessus de la tête qui fuit quand il pleut, etc. Donc c'est une situation il faut tout faire pour que cette situation s'arrête. Les humanitaires sont à vos côtés, avec d'autres, avec les acteurs de la paix, etc. Mais les humanitaires sont à vos côtés. Les humanitaires font tout ce qu'ils peuvent pour le plaidoyer dans le monde entier, pour obtenir les moyens, les capacités, les ressources pour vous venir en aide. C'est pas toujours facile de faire ce plaidoyer pour la RDC parce que cette crise dure depuis tellement longtemps. Et donc personnellement, j'espère que les solutions politiques un jour, bientôt, seront trouvées pour que les conflits, les gros conflits et les petits, qui sont plus liés à des problèmes locaux, trouvent des solutions et que chacun puisse rentrer chez soi et reprendre sa vie normale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bruno, d'avoir été de nôtres, surtout consacré de votre temps précieux pour éclairer la religion des téléspectateurs quant à la crise humanitaire qui gangrène la République démocratique du Congo. Merci Henri. Merci. Et mesdames et messieurs, c'est sur cette note que s'arrête ce magazine. Au revoir et bonne évasion sur nos antennes. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74+.